Bonsoir à tous, merci de regarder Gabon Première. Bienvenue dans cette deuxième aventure de la semaine. Nous sommes très contents de vous retrouver pour partager sur le plateau du Grand Banja actu, information. Il n'y aura pas beaucoup de divertissement aujourd'hui, quoique on discute toujours des questions sérieuses avec bien sûr un ton super détendu parce qu'on n'est pas obligé de se faire la guerre pour se dire les vérités et pour dire des choses qui font avancer notre société. Sur le plateau du Grand Banja ce soir, nous abordons l'épineuse question donc du chômage qui donne des maux de tête et des insomnies justement aux demandeurs d'emploi, et ce depuis plusieurs semaines, mais que dis-je, depuis plusieurs années déjà, parce qu'ils sont des milliers donc à cogner à la porte des employeurs et particulièrement du plus gros employeur finalement du pays, de la fonction publique. Pourquoi depuis le temps les choses traînent? Pourquoi les Gabonais ont tant de mal à avoir du travail dans leur pays, tous secteurs confondus? Quelles sont ou quelles peuvent être donc les solutions urgentes adaptées au contexte gabonais? Nous en parlons sur le plateau du Grand Banja ce soir avec deux invités exceptionnels. Les deux connaissent plus ou moins, enfin ils connaissent pas plus ou moins, mais ils connaissent bien le plateau du Grand Banja, même si l'un est passé au plateau depuis plusieurs temps. Il fait donc son grand retour sur le plateau du Grand Banja, et comme on commence toujours on commence par les plus jeunes et puis on finit par les aînés, parce que c'est eux qui sont dépositaires donc de l'autorité, ne serait-ce que du droit de naissance. Donc on va commencer par le plus jeune du plateau de nos invités. Il s'agit bien sûr de l'honorable Geoffroy Fomboula Libeka, député de la transition, qui n'est plus à présenter, qui est un habitué du plateau. Honorable, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Bonsoir Steve, bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir aussi spontanément répondu à notre invitation, comme à votre habitude. D'ailleurs, vous m'avez dit, Steve, le temps de casernement est fini, donc là, à n'importe quel moment, vous m'appelez, je viens, et nous sommes ravis de constater que vous tenez effectivement cette promesse. À côté ou en face de Geoffroy Fomboula, il y a donc Monsieur Emmanuel Vemba, qui ça faisait longtemps qu'il était passé sur le plateau du Grand Banja. Nous sommes donc très très heureux de le retrouver. Il vient donc sous sa casquette de président national du mouvement citoyen des volontaires des libertés, le MCVL. S'il faut le rappeler, Monsieur Emmanuel Vemba, ancien président, ancien candidat à la présidence de la République, bien sûr, sur les élections tronquées qui ont connu l'issue que l'on connaît tous, donc, à savoir ce 30 août inoubliable. Emmanuel Vemba, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Bonsoir Steve, bonsoir à tout le monde. Nous sommes très très heureux d'enfin vous retrouver pour échanger sur ces questions qui vous tiennent tant à cœur. Et on parle bien sûr des questions de l'emploi, du chômage. Nous sommes très heureux que vous soyez là. C'est un plaisir que de parler du Gabon. Voilà. Vous aussi, vous avez répondu très rapidement. J'ai dit, cher aîné, voilà, vraiment, là, je viens. On va gérer ça. Il y a des informations à donner. Merci pour cette. On ne le dit pas souvent assez. C'est très difficile en tant que production, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, d'avoir des invités. Donc, quand on a des personnes qui répondent quasi spontanément à nos invitations, c'est important de le signaler. C'est important de vous dire à vous aussi que vous aussi vous êtes la bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Quand vous avez des sujets qui vous parlent, qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas de nous faire des suggestions et n'hésitez surtout pas de solliciter vous aussi à venir sur le plateau parler des choses donc de notre pays, parce que la vie de tout le monde compte. Ils sont mes inséparables, mes inconditionnels, mes amoureux, mes désamoureux et tout ce que vous voulez. Dorian Ondor Ufinazo et Eunice Biogué, bonsoir les amis. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Dorian Ondor Ufinazo, Eunice Biogué, vous êtes entendus? Vous avez choisi le thème. On en rigolait tout de suite. Non. Pure coïncidence. Même Emmanuel Vemba a demandé à Eunice, tu es musulmane? C'est pas vendredi aujourd'hui. C'est pas vendredi comme ça? C'est pas vendredi. Oui. Je ne suis pas musulmane, mais je suis fan de mode africaine. Et donc, voilà. C'est une pure coïncidence. Dorian, il a sa belle justification. C'est à quoi que vous sortiez de la même cérémonie, et puis ça, c'était la... Peut-être qu'on était à une fête et on ne vous dit pas. Merci voilà, beaucoup, ça fait partie du cadre de nos vies privées. Oui, voilà, effectivement. Voilà. Rufinazeux, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir tout le monde. Oui, je vais très bien. Rufinazeux, vous avez géré un super plateau
le 17 avril. Hein, je le dis parce qu'on a eu des retours excellents et positifs déjà des participantes elles-mêmes, mais aussi des téléspectateurs qui ont eu l'occasion de regarder l'émission. Les chiffres sur le live en témoignent. Donc voilà, c'est bon, ça pousse, hein, c'est de la bonne graine, c'est calé, voilà. Donc amusez, voilà. Vous voyez, je peux prendre des congés. Hein, moi, je suis très fier de lui. Je peux prendre des congés, peut-être même bientôt la retraite. Non, pas encore la retraite. Une retraite sans salaire et sans pension et tout ça. Bon, voilà. On en parlera tout à l'heure. C'est pas très sûr. Bon, heureusement pour toi, on l'a repoussé l'âge de la retraite. Heureusement. Dorian, ça va, mon ami? Ça va, je suis debout. Il fait grâce. D'accord. Allez, merci à tous ceux qui sont déjà connectés sur le live et qui n'hésitez surtout pas de participer à l'émission, vos questions, vos réactions, comme vous savez le faire, n'hésitez surtout pas de le faire. Chômage au Gabon, quelle solution adaptée donc au contexte de notre pays? On en parle avec nos deux invités. L'un, à savoir l'honorable Geoffroy Fomboula, fait polémique, il fait couler encre et salive, et beaucoup d'encre surtout depuis donc plusieurs jours, parce que vous êtes au cœur de... Allez, certains ont qualifié ça de polémique, certains ont qualifié ça de coup de gueule, certains ont qualifié ça de saut d'humeur, mais dans tous les cas, vous n'avez pas laissé insensibles les internautes à travers vos différentes sorties sur Facebook en l'occurrence, avec ces posts à répétition entre l'histoire de Grégoire et c'était qui et entre l'affaire de Mamadou et Grégoire, Mamadou, voilà, les Gabonais n'ont, enfin pour beaucoup ils n'ont pas aimé. Et puis vous êtes et ce qui vous vaut d'ailleurs la présence sur le plateau, vous dites sur un de vos posts, et je pense que tout est parti de là, pour dire que la fonction publique et même les entreprises ne peuvent pas employer tous les demandeurs d'emploi, tous ceux qui sont au chômage. Il faut plutôt que les Gabonais s'orientent vers donc la création de PME, la création d'entreprises et même de simples activités génératrices de revenus. Emmanuel Vemba, lui, dans une de ses sorties médiatiques, effectivement, il répondait à une interview et il dit clairement que c'est de la démagogie de dire que la fonction publique ne peut pas employer tous les Gabonais, les près de 180 000 Gabonais qui demandent de l'emploi aujourd'hui. Emmanuel Vemba est ferme pour dire on peut tous donner du travail à ces Gabonais. Donc nous allons essayer de comprendre les différentes positions, vos positions, et puis bien sûr aller aussi répondre à la question de quelles sont les solutions adaptées aujourd'hui pour la recherche de l'emploi pour ce qui concerne les Gabonais. Donnons la parole à Geoffroy Fomboula. Vous pensez que le contexte aujourd'hui ne permet pas que le public emploie tous les Gabonais? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui vous permet de vous d'affirmer cette position? Y a-t-il des chiffres? Y a-t-il des données? Qu'est-ce qui fait que les Gabonais, d'après vous, tous ne peuvent pas être employés à la fonction publique? Pour ne commencer que par ça. Je dirais peut-être que c'est une déformation du coach et du formateur en entrepreneuriat que je suis, qui, jusqu'il y a 6 mois, n'a fait dans toute sa vie depuis le banc de l'école que de l'entrepreneuriat. Et qui est accompagné de bon nombre de collaborateurs. Certains sont avec moi dans cette édition, ils n'ont fait que ça. C'est peut-être une déformation que de penser que pour nous, qui n'avons jamais depuis le banc de l'école, au-delà du fait qu'on ait des diplômes, penser que la fonction publique et le privé pouvaient engager tout le monde, qu'on se lance sur la création des activités ou encore la mise en place d'entreprises. Parce qu'on a vécu à ce jour que de ça. On n'a jamais su où on allait déposer un dossier pour demander un emploi. C'est pourquoi je mets ça sous le coup peut-être de la déformation. Maintenant, techniquement, qu'est-ce qui me pousse à soutenir cette position? Il n'y a que 3 façons de résoudre le chômage. L'emploi à la fonction publique, être recruté au privé, ou créer des activités. Soit des activités, soit des entreprises. Je ne connais pas une autre solution. S'agissant de la fonction publique, les ratios en zone CEMAC, les critères de convergence, parce qu'en tant que parlementaire, c'est également technique, et moi je ne peux pas m'appuyer sur tout ce qui est théorie. Les critères de convergence en zone CEMAC disent ceci: la masse salariale d'un État, membre de la zone CEMAC, ne doit pas être au-dessus de 35% des recettes fiscales. Nous avons 1699 milliards de recettes fiscales. Nous avons une masse salariale de 771 milliards, le ratio est de 45%. Ce qui sous-entend que si on intègre les 180 000 demandeurs d'emploi, nous sommes, c'est-à-dire les recettes fiscales ont déjà tout absorbé
Et nous serons peut-être le seul pays à demander au FMI des emprunts, de l'argent, pas pour construire des routes, mais pour payer des fonctionnaires. Donc je ne crois pas en fait au modèle selon lequel la fonction publique peut absorber tout le monde. Cela ne sous-entend pas que la fonction publique ne peut pas prendre du monde. Elle ne peut pas prendre tout le monde. Ce sont deux choses différentes. C'est pareil pour l'approche du secteur privé. Je ne connais pas une entreprise qui décide de se créer pour consacrer comme l'État gabonais 50, 60, 70% de ses recettes pour payer les salariés. Je n'en connais pas. Je ne connais pas ce modèle-là. Donc pour ce volet, je n'y crois pas. Par contre, ce à quoi je crois le plus, c'est la création de richesses. Ce à quoi je crois le plus, c'est le fait de voir un Gabonais au moins développer une activité dans l'attente d'avoir un boulot stable. Je ne crois pas un Gabonais qui est assis parce qu'il est diplômé et qui dise que vendre des croquettes, même pour avoir le taxi, j'ai pas fait l'école pour ça, faire du jardinage comme le jeune que j'ai reçu dernièrement à mon bureau, avant d'avoir le concours de l'ENS. Moi, j'ai pas fait l'école, je suis Gabonais, je suis pas là pour faire du jardinage. J'en ai fait pour 7 ans. J'ai publié. Il a fait l'objet de railleries, de moqueries, et ainsi de suite. Donc, je reste dans cette démarche qui dit, j'encourage parce que c'est ce que nous, nos groupes et autres, on a vécu, on a fait que ça. Et on ne demande pas aux gens d'entreprendre tous, on l'a jamais dit, je l'ai jamais dit. Ceux qui pensent qu'en restant assis, sans rien faire, l'État pourra trouver quelque chose pour qui se déplace ou bien qu'ils achètent même un morceau de pain chez le boutiquier, l'heure de mener une activité pour ne pas avoir un bon. Bon, je dis, courage à vous. Mais je conseille qu'en attendant d'avoir quelque chose de stable, essaie de faire quelque chose. Il n'y a pas de honte dans l'argent. Il n'y a que nous qui pensons que parce qu'on est Gabonais, on est diplômé, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Donc voilà un peu ce qui m'amène, moi, à soutenir cette position, qu'il est possible, à côté de, tout en recherchant de l'emploi, de lancer une activité. Voilà. Emmanuel Vemba, directement à vous. Vous soutenez que la fonction publique, aujourd'hui, est capable d'employer le maximum de Gabonais parce que des mécanismes, parce que le besoin existe, semble-t-il. Vous nous expliquez ça. On rappelle quand même que sous la casquette, enfin, vous étiez, il y a quelque temps encore, vous nous confirmez si c'est toujours le cas, le président du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État. Et donc, vous avez une connaissance des mécanismes, des rouages aussi donc de cet environnement. Affirmatif. Je voudrais remercier Gabon Premier qui nous invite à parler du Gabon, à parler de la jeunesse gabonaise, à parler du chômage, à parler de l'emploi. Je voudrais dire ici aussi que le chef de l'État a initié un dialogue inclusif qui a pour ambition d'examiner toute question relative au social, à l'économie, au culturel et à la politique. Je crois que c'est l'occasion de mettre à profit toutes nos connaissances afin que nous puissions nous projeter dans l'immédiat, à court, moyen et long terme. Et moi, j'ai eu la chance, j'appelle ça une chance, d'avoir été désigné comme modérateur de la sous-commission fonction publique. Et nous avons examiné avec bon nombre de commissaires sur ce que pourrait être la fonction publique de demain, au lendemain du dialogue national inclusif. Et parallèlement, il se trouve que nous ayons 180 000 jeunes qui frappent aux portes de la fonction publique. 180 000 jeunes. Alors que faire de cette jeunesse qui ne demande qu'à travailler? Il faut trouver des solutions. Et parmi les solutions, le recrutement à la fonction publique, leur formation, et bien évidemment, il faut trouver des mécanismes qui pourraient amener une certaine catégorie à se projeter pour l'auto-emploi. Ça veut dire créer des micro-projets, micro-entreprises. Et nous avons estimé avec nos collègues commissaires que pour avoir accès à la fonction publique, il faut être diplômé et il faut avoir une qualification. Or, ils en sont à 180 000 aujourd'hui. Que faire? Il faut d'abord sélectionner ceux qui sont diplômés, qui ont des qualifications. Parce que le seul diplôme
de baccalauréat, de BPC, de CP, ne te permet pas d'avoir une qualification. Et nous avons sélectionné comme ça un peu plus de 20% des jeunes qui frappent au pôle de la fonction publique, qui ont des qualifications et qui peuvent être intégrés à la fonction publique. Et nous avons regardé aussi la question de formation, parce que beaucoup ont déposé des dossiers, mais qui ne disposent d'aucune qualification. Alors que faire de cette catégorie? Il faut tout simplement les former. Et il faut sélectionner les établissements de formation, parmi lesquels nous avons le secteur éducation, avec l'école normale supérieure, l'école normale supérieure d'enseignement technique, l'ING, l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INFAS, l'ENAM et bien d'autres établissements. Et nous pensons que cette catégorie a droit à une formation et au terme de 2 ans pour être employé dans les services publics. Et nous avons une troisième catégorie, celle, et ça je suis d'accord avec l'honorable, celle qui pourrait être encadrée et accompagnée dans la micro-entreprise, micro-projet, afin qu'ils soient autonomes. Voilà pourquoi nous avons affirmé que ceux qui parlent de la jeunesse ou encore de la fonction publique qui ne pourraient pas recruter notre jeunesse font un peu dans la démagogie. C'est mon point de vue en tant que président du MCVL et partenaire social. Vous pensez que la fonction publique a aujourd'hui et les moyens et tout le dispositif pour pouvoir absorber les 180 000 jeunes qui cognent à la porte de cette fonction publique aujourd'hui? Bien entendu, parce que si je vous prends l'exemple du secteur éducation, le secteur éducation, ce n'est pas seulement l'éducation nationale. Le secteur éducation regroupe le département de l'éducation nationale, la jeunesse et sport, l'enseignement supérieur. Et nous avons estimé que ce secteur pourrait recruter un peu plus de 10 000 jeunes. Un peu plus de 10 000 jeunes. Vous dites que ce secteur n'est pas saturé. Parce que l'argument qui est très vendu, c'est de dire la fonction publique est saturée. On l'a beaucoup entendu. Vous dites que ce n'est pas du tout le cas? Ce n'est pas le cas. D'autant plus que nous avons aujourd'hui des établissements qui ne regorgent qu'un seul enseignant. Des établissements à cycle complet. Nous avons des établissements au niveau secondaire. Moi, j'ai eu la chance d'être chef d'établissement secondaire. Nous retrouvons aujourd'hui des établissements qui n'ont pas d'enseignants scientifiques. Par exemple, mathématiques, sciences physiques, SVT. Et nous avons nos enfants qui, pour le premier cycle, n'ont pas le droit, n'ont pas le privilège d'avoir un enseignant de sciences physiques, un enseignant de mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement les former. Et nous avons de la matière, puisque nous avons une jeunesse qui chôme, une jeunesse capable, qui est diplômée des universités locales et extérieures. Mais il faut tout simplement encadrer et accompagner cette jeunesse afin qu'ils soient opérationnels dans le secteur public. Donc, ça, c'est le secteur éducation. Nous avons le secteur santé. Parce que, enfin, dans le secteur éducation même, il y a même un paradoxe. Nous retrouvons encore des enseignants d'EPS, des enseignants d'histoire géo, des enseignants d'SVT, de français qui sont expatriés. Alors que les jeunes frappent à la porte de la fonction publique et ils sont prêts à travailler. Ils sont prêts à enseigner. Et nous parlons du chômage. C'est pour ça que nous pensons que dans ce secteur éducation, nous pourrions effectivement loger un certain nombre de jeunes afin qu'ils soient opérationnels pour les services publics, pour le secteur éducation. Ça, c'est pour ce qui est du secteur éducation. Maintenant, pour ce qui est du secteur santé, c'est exactement la même chose. Vous avez encore des infirmières, des infirmiers qui sont expatriés. Je n'ai aucun problème avec les expatriés, mais je dis, il faut toiletter les choses. Des infirmiers qui sont expatriés, des médecins qui sont expatriés, même des administratifs. Alors que nous avons une jeunesse qui pleure, qui ne demande qu'à travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les former. Il faut les intégrer
Il faut les accompagner dans ce secteur santé. Nous avons même dans le secteur, dans le département défense nationale, un département de souveraineté, des expatriés qui occupent des postes stratégiques. Il faut remplacer. Et la jeunesse est là pour cela. C'est pour ça que nous sommes, moi j'ai envie de dire, j'ai la ferme conviction, nous pourrions loger, intégrer et accompagner notre jeunesse. Et nous pouvons viser le chômage zéro. Les amis, je vous laisse la parole. Dorian Doré-Finazeux, Eunice Biogué, et l'échange est évidemment ouvert. Moi, je vais peut-être rappeler quand même des chiffres non négligeables qui datent de 2023. Encore à la Banque mondiale, 40% de la population gabonaise vivrait sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage serait à 30%. Donc 40%. Ça veut dire qu'aujourd'hui à 40%, ça veut dire que c'est un chômage à deux chiffres, comme le disent si bien les techniciens. Ça voudrait dire que la situation est inquiétante. Mais vous connaissez ma position sur le rôle de l'État dans la création de l'emploi. Et mon regard est assez froid. Il ne va pas changer ce soir, même si les interlocuteurs ont changé. Je pense que l'État a échoué et ne finit pas d'échouer. Je pense que ces dernières années, l'État a pris goût à mal gérer ses profils. Monsieur Vemba a parlé du secteur santé, de l'éducation, mais on va s'adresser à d'autres secteurs tout aussi importants pour la vie de la nation qui connaissent des déboires à n'en plus finir. L'entrepreneuriat, dans certains cas, a des limites quand elle voudrait s'inscrire dans les prérogatives de l'État. Ce qui a plombé l'employabilité dans notre pays, à côté de la sorcellerie administrative, il y a eu cette mesure officielle de gel des recrutements. Ça a donc créé un cumul de dossiers, d'attente d'emploi au niveau de la fonction publique. Et donc pendant 8 ans. Des sectoriels pendant 8 ans. Vous imaginez? Pendant 8 ans, beaucoup sont sortis des grandes écoles à l'étranger, au pays, beaucoup sont sortis de l'université, mais ils n'ont pas été recrutés. J'ai envie de dire Dieu merci, il y a eu le coup des libérations. Ok, on y est, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces Gabonais? On a vu le CTRI demander aux Gabonais d'aller déposer les emplois, les dossiers au niveau de la fonction publique ou des sectoriels. Est-ce que c'était la bonne démarche? Question. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on se pose toujours la véritable question de comment gérer tous ces profils-là. Moi, je pense que l'État a souvent mal géré les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça revient un peu à la face. Le raccourci, c'est l'État ne peut pas employer. Non, mais s'il faut qu'on fasse aujourd'hui les états généraux de la fonction publique, mais faisons ces états généraux, définissons clairement les responsabilités de chacun, et s'il vous plaît, tuons les fantômes. Parce que quand on parle des 6000, je pense, M. Vemba est là, il me donnera peut-être l'année, en 2022 ou 2021, on a parlé de 6000 agents fantômes. Ouais. Et ces gens-là, c'est qui? Il y a des vrais dossiers, des gens qui attendent de l'emploi, mais il y a 6000 personnes qu'on ne connaît pas qui ont des postes budgétaires, alors que nous sommes là, nous travaillons tous les jours. Ouais. Donc ce sont des problèmes qu'il faudrait d'abord régler avant de penser à l'entrepreneuriat. Je n'ai rien contre l'honorable, mais il faut que l'État fasse sa part, parce que l'État, les populations attendent beaucoup de l'État. Les dispensaires à l'intérieur du pays, dans les villages, il n'y en a plus, d'autres ont fermé. Vous affectez les gens dans des zones invivables. Enfin, il y a dignité humaine, on en fait quoi? C'est pas une affaire de prison, c'est aussi une affaire d'emploi. On vous met dans quelles conditions pour travailler? Donc il y a toutes ces questions qu'il faut creuser avant de dire bon, je vais me débrouiller. Avant de dire l'État ne peut plus employer. L'entrepreneuriat, c'est une jolie façon de parler de débrouillardise. C'est de ça qu'il s'agit. Avant de se débrouiller, qu'est-ce que l'État a fait pour moi? D'accord. Qu'en pense Eunice Biogué? Il y a plusieurs messages qui arrivent déjà. Monsieur Isiweng, par exemple, qui dit et si on doit recruter tous les jeunes à la fonction publique, qui crée la valeur ajoutée et la croissance économique? Voilà. Tout comme Dorian, moi. Ma position n'a pas changé. J'estime que l'État ne peut pas... Position opposée à celle de Dorian. Oui. Effectivement, depuis toujours. On s'aime comme ça. Hein. Oui, on s'aime beaucoup comme ça. Alors, j'estime que l'État ne peut pas employer tous les Gabonais. Monsieur Vemba a parlé de toilettage dans l'administration, dans certaines administrations. Je suis d'accord avec ça, mais on est tous observateurs de l'évolution de la société, notamment du cas de l'emploi au Gabon. On peut voir...
les conditions dans lesquelles les fonctionnaires travaillent. On peut voir le nombre de grèves qu'il y a parce qu'il n'y a pas de paiement de primes. Il y a beaucoup de manquements autour de ce qui concerne l'administration publique. Aujourd'hui, la réalité, elle est là et il faut pouvoir la traiter comme elle se présente. L'État a des dettes qu'il faut aujourd'hui combler. S'il faut pouvoir absorber 180 000 jeunes qui cognent à la porte, on va se retrouver asphyxié. Et comme je le dis, aucun pays au monde n'est grand parce que l'État a employé tout le monde. Les fonctionnaires, c'est vraiment pas parce que peut-être que je le serai dans quelques temps. Oui. Les fonctionnaires ne bâtissent pas et ne grandissent pas une nation. On a besoin ils ne produisent pas de richesse. Ne produisent pas de richesse. C'est très grave ce que vous dites. Hein. Non. Ils bâtissent, mais ils ne produisent pas de quoi que leur travail. Ils ne produisent pas de la richesse. Voilà, pour pas qu'on se trompe dans ce que je veux dire. Et donc voilà, j'estime qu'aujourd'hui l'État a ses limites. Et ces limites-là, il faut les prendre en considération. Il faut d'abord faire un travail en amont. Il faut un gros travail de toilettage, comme l'a dit Monsieur Vemba, et ça à tous les niveaux. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas une réponse au chômage, mais ça peut être une solution en attendant. D'accord. J'ai pu voir, j'ai pas terminé. Voilà, j'ai pu voir la publication de l'honorable qui, pour ma part, a été très mal interprété quand il pointait les jeunes qui se cotisent pour aller à un groove au lieu de pouvoir investir dans un business. Bon, la publication a été interprétée de tort à travers. J'ai touché au totem, on m'a dit. Voilà, parce que on est tous jeunes, on peut voir comment ensemble on peut se mettre ensemble pour organiser un anniversaire, pour organiser des fêtes, et c'est souvent cette solidarité-là qu'on ne retrouve pas quand il s'agit de se mettre ensemble pour monter un business. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir un pied dans l'entrepreneuriat et de travailler avec les administrations publiques, et je peux vous assurer que si je ne restais que dans le couloir administration publique, je ne m'en sortirais carrément pas. La réalité, elle est là aujourd'hui. Combien de nos parents fonctionnaires arrivent à subvenir aux besoins de toute la famille? Combien arrivent à pouvoir aujourd'hui acquérir des terrains, en dehors des nominations ou des postes politiques. Là, je suis vraiment en train de parler de l'administration dans des fonctionnaires lambda. C'est difficile. Il faut pouvoir créer d'autres alternatives et l'entrepreneuriat peut être une solution. On se fourvoie à vouloir soutenir que l'État peut employer tout le monde, mais après quand on a les pieds dedans, Monsieur Vemba, on sait bien qui est devant, qui passe au créneau, qui appelle à la grève parce qu'il y a telle ou telle chose qui ne répond pas au bien-être primaire de ce qu'on est en tant qu'individu et ce qu'on représente en tant que fonctionnaire. Donc voilà. Rufine Azeu, à vous revient la parole, et puis bien sûr on reviendra à l'honorable et à Monsieur Emmanuel Vemba. Oui. Alors moi je terminerai mon propos par des questions que Commence-le d'abord. Oui, je vais le commencer. Mais je finirai par des questions. Je vais d'abord commencer par justement cette analyse de dire qu'aujourd'hui la question du chômage, j'ai envie de dire, effectivement, s'il faut pointer les coupables, s'il faut le dire ainsi, il y a l'État. Il y a l'État qui est là, qui, normalement, que ce soit du côté de l'administration ou du côté de l'entrepreneuriat, a un devoir régalien. Déjà, du côté de l'administration, c'est de pouvoir assurer le service public et assurer le bien-être de sa population, entre autres fournir de l'emploi. Et d'un autre côté aussi, dans le cadre privé, c'est pouvoir créer la structure qui va permettre à l'épanouissement de l'entrepreneuriat. Et sur ces deux cas, il faut le dire, l'État a grandement failli sur les deux cas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on veut inviter la plupart des Gabonais à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est quoi les cadres juridiques aujourd'hui pour l'entrepreneuriat? Est-ce que les cadres sont établis? Est-ce que les choses sont construites? Est-ce que les choses sont légalement établies pour pouvoir épanouir la jeunesse dans cet entrepreneuriat-là? Je pense que c'est quand même un peu mettre la charrue avant les bœufs, oui, je pense, c'est mettre la charrue avant les bœufs, que de jeter tout le monde dans un canevas, dans une situation et de ne pas avoir prévu
entre autres, comment est-ce qu'on va gérer cette situation? Et c'est ce qui est en train de se faire. Moi, j'ai envie de dire, c'est bien de dire, et je suis d'accord, hein, moi je suis de ceux qui pensent que ce sont les initiatives privées qui construisent un pays. Les fonctionnaires, je suis désolée, ne construisent pas. Ils travaillent comme administratifs, mais aujourd'hui, il faut le dire, le Gabon vit de quoi en majorité? De ses impôts. Et ces impôts, qui les paient? Ce sont les entreprises privées, ce sont les PME, les agents publics aussi, hein, et les impôts. Pardon? On retire sur les salaires. On retire sur les salaires. Oui, mais ce qu'on retire sur les salaires, si on fait le ratio par rapport à ce que paient les entreprises, je suis désolée, ce sont les entreprises qui paient le poids le plus lourd. Donc, ce sont ces recettes-là, en gros, qui finissent par payer vos salaires en retour, finalement. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est qu'il faut beaucoup plus investir, mais l'État n'a pas tellement investi justement dans cet entrepreneuriat. Et aujourd'hui, dire aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat, moi j'ai envie de dire, vous les lancez vers quelque chose dans lequel vous ne les avez pas préparés aussi. Et donc, il y a aussi la question de subsistance. De subsistance finalement, parce que c'est un peu ça. Quand l'honorable prend l'exemple de vendre des croquettes, qui n'est pas un mauvais exemple en soi. On a été entrepreneur aussi. Hein. Voilà, on a vendu des toffers, on a vendu des croquettes, on a fait une petite activité, effectivement, mais ça reste quelque chose de subsistance. Il y a un internaute qui a dit, oui, c'est vrai, l'honorable a vendu des croquettes, mais montez-moi ces usines de croquettes aujourd'hui. Comme pour dire que finalement, cette activité était bien un temps, mais elle n'a pas suffi, ne serait-ce qu'à subsister dans le temps. Et elle n'a pas suffi aujourd'hui à pouvoir créer de la richesse en supplément. Ça a été juste pour le moment, pour pouvoir s'en sortir. Donc, est-ce que c'est vers ça, vraiment, qu'on veut envoyer la jeunesse? Si c'est ça le message de la jeunesse, mais dites-le clairement. Et ne nous faites pas croire que nous allons aller vers quelque chose d'épanouissant et puis demain on sera très riche, on sera des Dangote et tout ça parce qu'on a fait notre activité. On est plus dans l'entrepreneuriat de subsistance. De subsistance. De subsistance, on ne peut pas diriger les jeunes à y aller parce qu'elles ne c'est un cul-de-sac au final. C'est-à-dire au bout d'un certain temps, ça finit par être un cul-de-sac pour cette jeunesse. On ne va pas plus loin que la subsistance. Donc que la subsistance. Au jour le jour. Il faut que l'État crée un encadrement justement de cela. Il y a un ministère des activités génératrices de revenus, mais je n'ai encore vu aucune mesure qui va accompagner ces jeunes dans la création d'activités qui génèrent du revenu. Qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les lois? Qu'est-ce qui leur est permis? Qu'est-ce qui leur est exonéré en tant qu'impôt? Parce qu'aujourd'hui, les PME crient parce que l'impôt est trop lourd aussi. Il y a des entreprises qui vont fermer parce que l'impôt est trop lourd à payer. Il faut payer des salariés. Donc, l'État doit, aujourd'hui, je suis désolée, pour le moment, pour le court terme, l'État va devoir agir, va devoir employer un maximum de jeunes. Mais sur le long terme, il faut que l'État investisse sur une législation qui va permettre d'épanouir l'entrepreneuriat au niveau du Gabon. Parce que c'est grâce à cet entrepreneuriat qu'on pourra créer de la richesse. Geoffroy Fumboula, allez-y. Geoffroy Fumboula, Emmanuel Vemba, et puis on repart sur quelques éléments. Ouais. Oui, alors rapidement sur la question. Je vais terminer par ma question. Monsieur Vemba a fait une classification de 3 catégories des 180 000 chômeurs au niveau du Gabon. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire, les 2 premières classifications sont des diplômés qui ont plus ou moins des qualifications. Est-ce que l'État aujourd'hui peut absorber ne serait-ce que ces 2 premières catégories sans pour autant dépasser le quota qu'a présenté l'honorable Fumboula? D'accord. Et il y répondra. Vous avez la question, vous pouvez y répondre tout à l'heure. D'accord. Geoffroy Fumboula. Je remercie effectivement le commissaire et en même temps mon aîné par rapport à la situation des 180 000 demandeurs d'emploi. Ce qui est bien, et là on s'accorde, c'est quand il dit qu'en vérité, dans les 180 000, il n'y a que 20% qui peuvent être absorbés parce qu'ils reprennent de conditions. Donc, je trouve un peu contradictoire entre le fait d'affirmer que les 180 000 peuvent être absorbés par la fonction publique et de me dire finalement qu'en l'État, c'est 20% qui peuvent être absorbés parce que les autres, il faut envoyer en formation, il faut envoyer dans des écoles, ainsi de suite. Mais je parle des demandeurs d'emploi. Ils sont 180 000. Moi, je m'attendais à ce que quand on me dise que les 180 000 demandeurs d'emploi, on affirme qu'on peut les absorber, c'est qu'on fournisse des éléments qui démontrent qu'on peut les absorber. Pas qu'on me dise qu'il n'y a que 20% qui peuvent être absorbés parce que les autres, il faut envoyer à l'école, ainsi de suite. J'ai dit attention. Également, à ce que nous présentons, moi, je ne peux pas venir dire à ces 180 000 que vous pouvez être absorbé. Et après, je vais avoir un discours disant, en vérité, dans les 180 000 là, quand je disais vous pouvez être absorbé, c'est en vérité que 20%.
Les autres, il faut qu'on trouve un endroit d'abord pour vous envoyer en formation. Je trouve que c'est assez dangereux parce que j'ai lu les réactions à la suite de cette affirmation. Et parce que les gens me l'ont envoyé. En disant, toi, tu as dit, on peut pas employer tout le monde. Là. Voilà quelqu'un qui va te contredire en te disant que les 180 000 de là à là, ils rentrent à la fonction. Il y a de la place, il y a du boulot. Donc, ça, c'est la première observation. La deuxième observation, comme je l'ai dit, il n'y a que 3 façons de résoudre le chômage. Le public, le privé et la création de richesses. Le public crée de la valeur non marchande. La mission de l'État n'est pas de créer de l'emploi, premièrement. C'est d'assurer un service public. Ce qu'on doit faire, et quand j'ai parlé de la fonction publique, petite expérience, quand j'ai reçu un des mouvements des entrepreneurs, ok, vous demandez de l'emploi. Vous êtes combien? 12 000, d'accord. C'est 12 000. Vous pensez qu'on peut rentrer à la fonction publique? Oh, nous ne sommes que 1000 et quelques qui voulons entrer. Le reste, on veut être entrepreneur. Je vous présente la situation. Je suis d'accord. Je pense que, en ce qui est de la fonction publique, au regard des ratios actuels, il faut changer de stratégie. Vous devez par contre plus militer pour qu'on rende public les audits sur la fonction publique afin de dégager réellement les places qui sont disponibles. Pas de dire qu'on veut entrer à la fonction publique sans réellement savoir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Le premier conseil, peut-être que j'ai mal parlé en donnant ce conseil. Je dis parce que si vous y allez sans connaître en réalité le nombre de places, qu'est-ce qui vous garantit qu'en réalité le nombre de places qu'on vous donne est le nombre de places disponibles? Ou en tout cas le nombre de places que vous sollicitez. Que vous sollicitez. Donc menez d'abord ce combat-là pour exiger, parce que des rapports ont été faits. C'est le contribuable qui a payé ces audits. Demander à ce qu'on publie les audits pour qu'on sache, à défaut qu'on réalise. Vous pensez que la gestion de cette fonction publique aujourd'hui est opaque, qu'on ne sait pas exactement ce qui s'y fait, combien rentre, combien sort par année, combien vont en retraite, combien abandonnent, combien, tout ça, c'est opaque aujourd'hui. L'audit est important parce que l'audit aussi nous permettra de comprendre et de constater que malheureusement, dans notre fonction publique, on a peut-être plus recruté dans des secteurs non essentiels. Là, je vous rejoins. Mais sans audit, sans lisibilité, sans savoir la situation de la fonction publique, vous voulez qu'on embauche comment? Je pense que le combat doit commencer par là. Et deuxièmement, quand j'ai parlé d'entrepreneuriat avec ces jeunes, j'ai dit, vous êtes combien? 12 000. 2 000 qui veulent être, 1000 et quelques, donc 2 000, je vais arrondir, qui veulent entrer à la fonction publique. D'accord. Nous sommes le plus grand mouvement des chômeurs. D'accord. Les 10 000 qui restent là, vous avez une cartographie de ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, on imagine que Bill Gates arrive présentement, il n'a que 5 minutes. Il vous dit, à 10 000 qui veulent lancer des business, ça fait combien? Vous savez combien ça fait? Il y a une banque de l'entrepreneuriat, on annonce la création d'une banque de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est d'abord mieux que vous travaillez sur des projets, de façon à vous intégrer, à vous imposer pour que quand cette banque sera mise en œuvre, vous soyez les premiers bénéficiaires? Et je me suis proposé moi-même, parce que j'ai fini la rédaction d'une proposition de loi sur la nationalisation de certains secteurs d'activité. J'ai dit, je vais vous appeler, retrouvez-moi ce mardi. Donc hier, au bureau, je me suis rendu disponible pour vous présenter ma proposition de loi afin de recueillir aussi vos amendements avant de la déposer. Et d'autre part, je me rends disponible en tant que coach formateur en entrepreneuriat, c'est mon travail, pour vous aider à vous structurer et avoir un programme pour vous. Pas attendre que l'État fasse quelque chose pour vous. Voilà les propositions que j'ai faites avant, effectivement, d'être jeté, comme on l'a vu, crucifié sur les réseaux sociaux par les mêmes jeunes que j'ai reçus. Donc, pour clore avec ce que je suis en train de dire, on a peut-être un souci avec la définition d'entrepreneuriat. Peut-être parce qu'on l'a trop académisé. Moi, je prends un message terre à terre. C'est la merdise. Moi, je connais, là, on achète nos gâteaux quand on se retrouve au Go Labs, c'est l'ancienne Sobraga. Ce sont des jeunes filles qui apprennent en chourerie. Quand elles finissent l'école, elles retrouvent leur mère. Là, on paye tous les gâteaux, on paye les gâteaux là. Ces enfants-là, ils sont dans des établissements privés. C'est l'activité des gâteaux de leur maman qui paye l'école de ces enfants dans des établissements privés. Mais quelqu'un va te dire que je ne peux pas faire cette activité, je suis Gabonais. Le Gabon est un pays qui a le pétrole. Un pays riche. On est passé premier producteur. On m'a même mis pour clore en commentaire mais le Gabonais devait être assis chez lui et puis il reçoit simplement une allocation chômage en attendant d'être employé. Moi, je ne crois pas. Moi, je suis réaliste. D'accord. Oui. Geoffroy Fumboula, on donne évidemment la parole donc à Emmanuel Vemba. Dorian, vous interviendrez juste derrière. D'accord. Emmanuel Vemba. Bien. Je voudrais dire beaucoup de choses. L'honorable a parlé beaucoup de choses. D'abord l'audit, on va partir sur l'audit. Je crois que la fonction publique, a déjà
a déjà organisé, a déjà acté des audits 2 ou 3 fois. Mais nous n'avons pas de résultats. Et quand nous les avons, c'est erroné. Donc, la question d'audit ne se pose pas. Nous avons les résultats, mais qui ne sont pas publiés et qui ne sont pas appliqués. Pourquoi? Parce que nous avions un pouvoir véreux, nous avions un pouvoir incompétent qui n'arrivait pas à résoudre un certain nombre de problèmes, parmi lesquels la question de chômage, la question de recrutement, la question sociale. C'est ça le vrai problème du Gabon. Et vous savez que chaque année, nous avons un peu plus de 1500 agents publics admis à la retraite. Un peu plus de 1500 chaque année. À côté de ces admis à la retraite, nous avons des fonctionnaires fantômes. Nous les connaissons, nous Gabonais. Vous connaissez les fantômes? Nous les connaissons tous, mais qui sont payés chaque fin du mois. L'argent du contribuable. Alors que faire? Il faut toiletter la fonction publique. C'est pour ça que moi je continue à affirmer que nous pouvons employer les 180 000. Et ça, je le dis. Je suis fonctionnaire, je suis agent public depuis un peu près de 34 ans aujourd'hui. Je ne fais que ça. Travailler pour le secteur public. Et je suis en charge des secteurs publics en Afrique francophone. Ça veut dire c'est une question que vous connaissez bien. Ça veut dire que j'ai étudié, j'ai examiné les questions des services publics dans l'espace francophone. Et la situation du Gabon, je la maîtrise. Nous pensons que c'est un peu démagogue, excusez-moi d'y revenir, de dire que nous ne pouvons pas loger nos enfants dans la fonction publique. Je vous dis, chaque État qui s'est développé a mis l'accent sur le développement du capital humain. L'éducation, notamment. Et si nous mettons ça au second plan, nous avons échoué. Nous avons échoué. C'est pour ça que j'ai toujours dit oui aux audits, mais quels en sont les résultats aujourd'hui? Parce que moi, c'est pour ça que je suis d'accord avec l'honorable, il faut publier ces audits et voir qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'immédiat, à court, moyen, long terme. Si nous pouvons y arriver. Si c'est possible d'employer ces 180 000 demandeurs d'emploi à la fonction publique en particulier, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi ça semble ne pas marcher? C'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Je vous dis, nous avions un pouvoir incompétent. Je ne dois pas porter des gants pour le dire. Nous avions un pouvoir incompétent. Aujourd'hui, nous avons des militaires à la tête de l'État. Je crois que le dialogue national va nous permettre de se projeter. D'accord. Véritablement. D'accord. Véritablement. Et nous, quand nous avons travaillé, quoi, vous voulez m'interrompre là? Allez-y, je vous comprends. Quand nous avons travaillé dans la commission emploi, notamment dans la sous-commission fonction publique, nous avons constaté que dans les 180 000, effectivement, nous pouvons intégrer, nous pouvons recruter, pas intégrer, nous pouvons recruter un peu plus de 40%. Et après, il faut former. Parce que il faut faire une différence entre un chômeur et un demandeur d'emploi. Tous se sont versés vers la fonction publique, mais qui est chômeur et qui est demandeur d'emploi et qui est désœuvré. Qui a une qualification et qui ne l'a pas. Voilà. Qui a une formation et qui ne l'a pas. C'est 3 concepts différents. D'accord. Chômeur, demandeur d'emploi et désœuvré. C'est pour ça que nous disons, quand nous parlons de chômeurs, nous pouvons les recruter. Quand nous parlons de sans-emploi, nous pouvons les former. Et quand nous parlons de désœuvrés, nous pouvons les réinsérer. Dorian Dorf, Enis Bioguet. Oui, moi, je vais rester concentré. Il y a tellement à dire. La réalité est qu'il faut arranger, il faut toiletter, il faut préparer le terrain de la fonction publique. Il faut nettoyer parce qu'on peut pas recruter dans le désordre. On a fait un constat. L'administration a une façon saccadée de marcher, ce qui perd du temps aux gens. Il y a des gens qui meurent
le dossier est encore en attente de recrutement. Il y a d'autres qui meurent, ils n'ont pas encore touché leur pension. Donc, avant peut-être de recruter tout ce monde-là, il faudrait que les choses soient claires en amont pour que facilement on arrive à dispatcher les nouveaux entrants. D'où la question de l'audit. Essentiel. Il faudrait que tout le monde sache réellement ce qui se passe là-bas et comment on peut remédier à certaines difficultés. Maintenant, moi, je vais m'arrêter un peu sur la question de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait l'entrepreneur gabonais au Gabon? Le débrouillard ou l'entrepreneur? Non, enfin, je dis, quelle est l'exclusivité d'un Gabonais d'entreprendre dans son pays? Est-ce que l'entrepreneur gabonais a un statut particulier face aux impôts, face à la création d'entreprises, face à la quête des marchés? Est-ce que l'entrepreneur gabonais est un VIP finalement sur le marché de la quête des marchés, des business en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas le cas, si nous sommes au même niveau que les étrangers, comme ça se fait aujourd'hui, excusez-moi, on a échoué. Il y a un discours aujourd'hui qui dit que certains marchés, certains secteurs du tertiaire devraient revenir aux Gabonais. Je veux bien croire, mais comment vous faites ça sans frustrer les gens? Si on prend le domaine du transport en commun, on appelle le taxi et tous les autres, il serait difficile pour nous d'aller dans les maisons des gens et arracher les clés des taxibus et des petits taxis pour dire vous êtes étranger, vous ne transportez plus les gens, ce sera sale. Ce qu'on pourrait faire, c'est de dire à partir d'aujourd'hui, donc à partir de 2024 ou janvier 2025, on ne délivre plus aux expatriés, qu'on ne délivre que les documents, ceux qui voudraient faire le taxi, co-nationaux. À ce moment, vous verrez certainement des Gabonais qui vont rentrer dans le marché. Mais si vous laissez l'activité libérale, voilà. Non, si vous laissez l'activité comme elle est, il y aura toujours tout le monde et vous aurez toujours l'impression que les Gabonais ne sont pas là. Tout ce que je dis, c'est pour dire simplement que je ne sais pas ce qui se dit au dialogue, mais il faudrait qu'on arrive à avoir des privilèges, que l'entrepreneur gabonais soit privilégié dans son pays, comme le Ghanéen est privilégié dans son pays, comme le Sénégalais est privilégié dans son pays. Il faut qu'on arrive à ressentir que je suis au Gabon, j'ai une longueur d'avance sur les étrangers. C'est de ça qu'il s'agit. Et le faire, ce n'est pas être xénophobe. Rapidement pour te rassurer, c'est l'objet pour lequel je demandais à ces jeunes de venir, parce que la proposition de loi dont je parle, en son titre 2, parle du régime particulier des AGR et des secteurs de souveraineté. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas intéressés à débattre sur le fond. Quand vous invitez pour travailler sur une question de loi, qui les engage eux? Parce que je suis d'abord entrepreneur. Je suis député. La mission qui est mienne est d'améliorer à travers des lois le cas des entrepreneurs parce que c'est ce que je fais. Mais quand vous invitez à la réflexion, les gens ne sont pas intéressés. C'est ça la réalité, ce dont tu parles. Je ne veux pas rentrer dans le secret, mais pour te dire la différence que la proposition pose, on va dire ça comme ça, entre le caractère exclusif et le caractère prioritaire. Il n'est pas question ici d'un caractère exclusif au Gabonais, mais un caractère prioritaire, dont les avantages sont définis dans cette proposition. Est-ce que ce serait mal qu'on soit exclusif aussi? Il y a des secteurs où on peut être exclusif. Est-ce que ce serait mal? Oui, il y a des secteurs. Alors, Madame Biogué réagit, Monsieur Vemba, et on rebondit sur... Sinon, je vais oublier. Allez-y, ok, allez-y. Elle a la mémoire plus fraîche, peut-être, voilà. Je voudrais intervenir sur le projet de loi. Vous savez qu'il y a un arrêté qui donne la possibilité aux Gabonais de nationaliser certains métiers. Il y a un arrêté, mais qui n'a jamais été appliqué. Pendant près de 30 ans aujourd'hui, nous partons pour des négociations avec la puissance publique, l'État, et nous actons pour l'applicabilité, mais ça n'a jamais eu d'effet. Parce que ça n'arrange pas tout simplement parce que l'État ne veut pas. Tout simplement parce que nous avons été dirigés, entre guillemets, par des gens qui ne sont pas forcément gabonais. C'est ça le problème aujourd'hui. Et nous pensons que c'est un arrêté, et si il est traduit en loi, en fait, c'est ça l'objet. Ça aura une certaine force. Donc c'est pour ça que nous sommes d'accord avec ça. Mais en revanche, créer une entreprise au Gabon. Moi, je suis propriétaire d'une entreprise. Moi, j'ai créé Encadrement Plus, vous connaissez. Les plusieurs entreprises. Mais les conditionnalités, c'est quoi? Pour avoir droit à un marché public au Gabon, il faut obéir à certaines conditionnalités, parfois morales. Il faut être dans la loge
il faut être homosexuel, il faut être ceci. Mais c'était pas écrit ça. Mais c'était pas écrit, mais c'était ça. C'était implicite, mais ça s'appliquait. Encadrement plus. Vous constatez aujourd'hui que des Gabonais, des jeunes Gabonais, sont en train de mourir dans nos écoles, dans nos établissements, alors qu'il y a un outil qui est là pour les protéger, pour les sécuriser, tout simplement parce que j'ai refusé de faire ça. Donc, entreprendre au Gabon n'est pas aussi facile. Vous refusez d'être homosexuel. Mais personne ne dit que c'est facile. Mais ce n'est facile. Il y a beaucoup de choses qui se disent, et je vais revenir sur le propos, mais vraiment pour appuyer là-dessus, Monsieur Mvemba, les propos n'étaient pas de dire qu'on ne peut pas recruter les jeunes, mais c'est de rappeler qu'on ne peut pas, l'État ne peut pas recruter tous les jeunes. Il y a quelques mois, on a vu la réaction que les parents ont eue quand on est revenu sur les critères d'attribution des bourses, pour les élèves. On a vu ce que ça a créé. Parce qu'on criait à la prime de l'excellence et ça a été un tollé sur les réseaux sociaux. Il y a eu des manifestations. Aujourd'hui, venir affirmer sur la première chaîne, les Gabonais nous regardent, les jeunes nous regardent, que l'État est capable d'employer tous les jeunes, c'est pouvoir peut-être poser là une bombe à retardement. D'employer les 180 moi, je confirme 000. ce que je dis. Oui, mais parce que ça crée de l'espoir alors que déjà tout le monde n'est pas éligible. Vous avez vous-même... vous avez catégorisé. Vous avez catégorisé en fait. Vous voulez défendre quoi? Vous avez catégorisé et donc vous êtes revenu sur vos propos deux fois. Vous avez d'abord dit qu'il y a 20% qu'on pourra recruter, mais après vous avez dit il y a 40% qu'on pourra recruter. Donc ça veut dire que les 180 000 ne pourront pas être employés par l'État gabonais. Et pour revenir sur ce qui est de l'entrepreneuriat au Gabon, je pense qu'on l'a vendu comme une belle femme. On a créé des idéologies autour de l'entrepreneuriat, on l'a présenté comme l'Eldorado, mais c'est pas de ça dont il s'agit ce soir. On est en train de dire aux jeunes qu'il est capable de se débrouiller. Il y a le cadre qu'on attend, il y a la politique qui doit accompagner l'entrepreneuriat au Gabon, mais il y a des choses à faire. On ne peut pas rester attentiste. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les étrangers qui sont venus, qui entreprennent dans des secteurs qu'on a longtemps négligés, n'ont pas attendu le cadre. Ils ont commencé dans l'informel. Et dans certains pays comme le Ghana, le Cameroun, l'informel a pris le dessus, ce qui a fait en sorte que l'État prenne des mesures par rapport à ça. Il faut commencer. Il faut pouvoir peut-être s'imposer, mais il faut commencer quelque part. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir 100 000, 1 million ou 300 millions pour entreprendre. Il faut pouvoir faire des choses. Là, il y a que l'État. Ça dépend des secteurs. Mais on est aujourd'hui capable d'entreprendre. Autant on a de l'argent pour recharger son téléphone de data, ouvrir une page Facebook, on peut débuter sur Facebook. Après, ça demande de l'argent, on est bien d'accord, mais on peut commencer quelque part. La fonction publique ne va pas employer tout le monde, ne créons pas des frustrations et ne fondons pas de l'espoir sur ce qu'on ne peut pas assumer. Voilà. Denis Biogué, alors on va laisser, Rufinazeux, je vous laisse une minute pour réagir. Voilà. Et le reste des minutes sera consacré justement à nos deux invités. Donc on n'a pas 30 secondes. Oui, allez-y Rufinazeux, je vous donne votre chrono maintenant. Alors comme on commence avec moi. D'accord. Alors moi, exploiter les 30 secondes. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut réellement, que ce soit du côté de l'État ou de ceux qui défendent l'entrepreneuriat, d'avoir un discours véridique. Du côté de l'État, il faut faire comprendre à tout le monde que effectivement, il y a des postes, il y a un toilettage à faire, mais ce toilettage ne va peut-être pas permettre que tout le monde puisse avoir un poste. Du côté de l'entrepreneuriat aussi, il faut être véridique. Ce n'est pas facile d'entreprendre et pour certains secteurs, ça demande énormément d'argent. Donc c'est pas tout le monde qui peut se lancer non plus dans ce secteur-là. Maintenant, s'il y a la jeunesse avec toutes ces informations, avec de la formation aussi, qui va pouvoir prendre sa décision au final de se dire est-ce que je deviens fonctionnaire ou est-ce que je deviens entrepreneur? Parce que la vérité, c'est que la majorité des jeunes aujourd'hui ont vu en l'administration publique une solution parce qu'il n'y avait rien du côté de l'entrepreneuriat aussi. Il n'y avait pas grand-chose de ce côté-là. Et on a vu l'État comme l'État-providence pour pouvoir justement pallier à ce manque-là. Certains ont essayé l'aventure entrepreneuriale, ils se sont cassés les dents, d'autres ont réussi, ou d'autres ont plus ou moins réussi, ou ont essayé de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire on est administratif et on entreprend quelque chose. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que tout n'est pas fait pour encourager ce secteur
secteur-là. Mais du côté de l'administration, il va falloir faire des efforts aussi, que ce soit dans les encadrements ou dans le fait de définir réellement quel est le besoin de l'État en termes de ressources humaines aussi aujourd'hui. 2 minutes à Geoffroy Fumbola, 2 minutes à Emmanuel Vemba. D'accord. Mes 2 minutes, les 30 premières secondes, je les consacre à la lecture de l'article 4 de la Charte de valeurs du COPI citoyen, qui dispose « J'accepte et je m'engage à me former tant sur l'engagement civique, mais et surtout sur la maîtrise d'une activité susceptible de garantir mon autonomie financière et citoyenne. Je dois œuvrer à n'être aucune charge pour les autres. » Et pour l'illustrer, quand je parle de croquettes, je parle d'arachide, le coordonnateur du COPI citoyen, le docteur Joël Patrick Dinzambou, qui était le président de la sous-commission emploi, est celui qui aujourd'hui, quand il arrive, je pense que, je ne sais pas s'il le faisait là-bas, il est docteur. Il a toujours son sachet, son sac, où il y a ses croquettes, où il y a les arachides. Il vend, c'est ce que nous en achète. On n'a pas honte. C'est ce que nous faisons et c'est cette culture que nous partageons à tous les membres du COPI citoyen. C'est cette culture, malheureusement, comme je disais, peut-être de déformation à notre niveau, que nous partageons également, notamment à ceux qui sont sur ma page, parce que c'est mon contenu, c'est ma page. Je partage ce que je peux juger utile. Et c'est peut-être mauvais à ceux qui ne trouvent pas leur compte. Effectivement, ils ne sont pas obligés de suivre ça. Pour ce qui reste, on l'a dit, on est tous d'accord. Et là, je suis d'avis avec le président Vemba. Il faut effectivement qu'on commence par toiletter le fichier de la fonction publique, qu'on commence à exhumer les audits qui n'ont jamais été publiés pour avoir réellement quelle est la capacité d'absorption. Et à côté de ça, il faut qu'on consacre suffisamment de moyens à l'entrepreneuriat. C'est un des amendements que j'ai porté lors de l'examen de la loi de finances. D'ailleurs, j'ai pas voté en tant que parlementaire pour autant de raisons, parce que j'ai demandé à mettre plus d'argent pour soutenir. En l'état des challenges, c'était pas évident. J'espère que dans la loi de finances rectificative, avec l'arrivée de la banque de l'entrepreneuriat, on pourra facilement aider nos cadets. D'accord. Emmanuel Vemba, vous avez la parole également. Il y a ma question qui est toujours restée en suspens. Elle était adressée à qui, votre question? À Monsieur Vemba. Vous pouvez la rappeler justement? Oui, c'était de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on va prendre quand même vos 40%, est-ce qu'avec ces 40%, on peut quand même espérer ne pas exploser le quota que Monsieur Fumbola avait posé, parce qu'il a donné une situation au niveau CEMAC, où il faut... Les 35% qu'il faut... voilà, qu'il ne faut pas dépasser au niveau de la fonction publique. Où est-ce que nous mettons la souveraineté nationale? Nous sommes indépendants. Nous avons une vision. Et cette vision doit être mise en œuvre. Vous comprenez? Donc, mettons notre vision. Nous avons un beau pays avec à peine 2 millions d'habitants. Est-ce que vous trouvez normal que nous ayons un taux de chômage à peu près à 40%? Vous trouvez ça normal? Madame Biyogué, elle dit qu'il faut entreprendre. Et elle postule à la fonction publique. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Ben, moi, je vous dis, la fonction publique, c'est pour nous tous, pourvu que vous ayez la qualification. Parce qu'elle ne recrute pas en désordre. La fonction publique... J'ai agi en attendant. J'ai agi en attendant. La fonction publique ne recrute pas en désordre. S'il vous plaît. J'ai agi en attendant. Comme celui qui a vendu les croquettes. Comme celui qui a vendu les croquettes. Oui, mais montrez-moi un seul Gabonais qui s'est enrichi avec des croquettes. Ça fait 10 ans en instant d'intégration. C'est pas l'objectif. Alors, donc, nous disons, vraiment, nous avons une jeunesse, nous avons une population formée. Il faut tout simplement l'encadrer, l'accompagner, pourvu que nous ayons la volonté politique et une vision. Moi, c'est ce que je pense dans le MCVL. J'estime que tout le monde peut trouver son compte, pourvu que nous soyons formés. Quand je parle de 40%, ce sont les 40% formés. Et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas entreprendre. Je ne dois pas partir sur ce plateau. Mais selon vous, l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités. Je suis d'accord. L'État ne peut pas employer tout le monde. Nous disons, c'est ça la réalité. Il y a des centres de formation, il y a des écoles de formation. Alors, ce Gabonais qui sera formé sera employé plus tard. Qu'est-ce que nous visons? C'est le recrutement, c'est l'emploi, c'est le travail décent. C'est ce que nous visons. L'objectif final, c'est ça. C'est ça. Secondes,
Et merci beaucoup donc à nos deux principaux invités. Au lieu de 30 secondes, ça va être 15 secondes, Monsieur Ondor, et 15 secondes à Madame Biogué. D'accord. Bon, écoutez, on va faire simple, hein, vu que l'État passe le temps à former les chômeurs, on dépasse de l'argent. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on revoit le système, le contenu de nos formations, de telle sorte que au bout de 2 ans d'université, tu peux te lancer dans quelque chose, hein, au lieu de faire un bac+7 et puis après tu finis chômeur. Ou alors nos frères qui gagnent des concours étatiques, qui font 5-6 ans sans être intégrés, ils sont là en pré-salaire et au final, un compatriote arrive à la télé pour dire voilà, on va pas vous payer les rappels soldes. Donc c'est vraiment risqué, c'est stressant. Donc il faut qu'on essaie de revoir tous ensemble. D'accord. Parce qu'en fait le Gabon nous appartient à nous tous et que demain nous allons mourir. Donc ceux qui font la sorcellerie volontairement là, il faut penser aux générations à venir. Et on va les oublier. École, c'était donc voilà. un programme de... Alors, je le redis, on connaît les limites de l'État, on connaît le traitement qui est réservé aux fonctionnaires. Autant il y en a des salariés, des fonctionnaires qui trouvent leur compte, autant on peut ne pas être attentiste et pouvoir entreprendre. Nos frères qui viennent de l'extérieur, qui arrivent à construire des immeubles dans leur pays, n'ont pas de recette miracle. Ils ont osé faire des choses, c'est difficile, tout comme dans être fonctionnaire, il y a des difficultés. Dans l'entrepreneuriat aussi, il y a des difficultés. L'entrepreneuriat parrainé par les hommes politiques, il faut sortir de là. Quand un gars n'est plus ministre, effectivement, ça je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord, totalement d'accord avec toi. Il faut chasser les sorciers partout. Voilà. 15 secondes, Rufinazeux. Alors, de mes 15 secondes, je dirais ceci. Pour le moment, il va falloir que l'État pallie à ce manquement au chômage. Mais sur le long terme, pour que l'État soit aidé, il faut qu'elle crée un canevas qui va permettre d'épanouir la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Nous étions ce soir sur ce premier plateau. Alors, c'est peut-être un premier numéro. Il y en aura peut-être un autre, vu justement la demande des téléspectateurs. Donc, chômage au Gabon, quelle réponse adaptée ou quelle solution adaptée? C'était le thème donc de ce premier numéro de cette émission. Merci beaucoup donc à nos invités, honorable Geoffroy Fomboula-Libeka, député de la transition. Merci beaucoup de votre disponibilité. Et puis, président Emmanuel Vemba, président du MCVL. Merci à vous aussi d'être venu. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Bon, au revoir.